Forcément. Oui, en grande partie, franchement. Mais tout le monde sait aussi que je suis très attaché au Maroc, qui est aussi une deuxième patrie pour moi. Je suis très attaché au Tchad, qui est aussi une deuxième patrie pour moi. Mais ma vraie deuxième patrie ou ma vraie première patrie, c'est l'Afrique. J'ai toujours dit que le Sénégal et l'Afrique étaient mes patries. Et comme vous le savez, Babacar, j'ai jamais eu la nationalité d'aucun autre pays. Je l'ai jamais cherché, je l'ai jamais désiré, je l'ai jamais souhaité. Sénégalais à 100% et africain à 200%. Quand vous obteniez donc votre doctorat en communication à l'université de l'État d'Ohio en 94, vous voyiez politique un jour? Alors, mon background, c'est important peut-être de le rappeler, c'est que peut-être votre génération n'est pas tout à fait au courant de cela, mais depuis 1977, j'étais engagé comme militant kouroumaïste et ensuite chehantéiste. Et je fais partie honnêtement et en toute modestie. Carrément dans le RND à l'époque? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais dans la mouvance Andy Diop clandestin et nous avons fait les beaux jours de l'ASF. Hier, des amis que j'ai retrouvés des années 80 me parlaient des poèmes militants que je déclamais à l'ASF le 26 mai des Niayes du Sénégal. Et c'était beaucoup de nostalgie. J'ai eu un parcours militant et c'est quand j'ai démissionné de Andy Diop en 1984 que je me suis lancé dans les combats de la société civile, promotion de la liberté de la presse au Sénégal et participation au combat pour les droits de l'homme. Comme le rappelait un ami tout de suite à la sortie de votre studio, la première réunion de la RADDHO s'est tenue dans mon bureau au CESTI. Donc, j'ai soutenu Thomas Sankara. Vous et Ali Wintine étaient des enseignants. Ali Wintine et beaucoup de grands héros disparus aujourd'hui du combat citoyen, du combat pour les droits de l'homme en Afrique. Et comme je disais, je m'étais engagé aussi autour de Thomas Sankara, Nkrumah, Cheikh Anta Diop. Et c'est par la suite que j'ai décidé vers la fin des années milieu des années 90 qu'on ne pouvait pas rester tout le temps dans la société civile en train de faire des conférences, promouvoir le panafricanisme, parler de la démocratie et des libertés en Afrique, et qu'il était important que je m'engage politiquement. Et c'est là où nous avons créé le Forum des citoyens pour l'alternance, et nous avons mené un grand combat pour la fin du régime du Parti socialiste et l'arrivée au pouvoir de Maître Abdoulaye Wade. Pendant 9 ans, justement, avec Abdoulaye Wade, pendant 9 ans, de 2000 à 2009, vous occupez les fonctions de ministre des Affaires étrangères du Sénégal. La séparation avec Wade en 2009, ce qui vous a poussé à décider de vous relancer en politique, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai gardé un statut assez hybride quand j'ai traversé les 9 ans et demi de pouvoir avec Wade. J'étais positionné comme un membre de la société civile qui s'intéresse à la vie politique, bien entendu. À un moment, nous avons même lancé le mouvement des Amis de Gadio en 2007 pour continuer, bien entendu, à m'impliquer dans le combat panafricain et dans le combat pour mon pays. Et c'est par la suite que Wade et moi avons commencé à développer une divergence, petite divergence devenue très grande divergence. C'était quoi exactement, cher Gadio? Ma conviction qu'un projet de dévolution dynastique était en cours. Très tôt, j'en ai été convaincu et honnêtement, j'en ai tous les arguments. C'était ça, Karim Wade? Alors, je prononce jamais son nom parce qu'il prononce pas mon nom. On a des relations très éloignées, très distantes. Franchement, c'est pas un personnage de la vie politique nationale qui m'intéresse particulièrement. Je pense que il a joué un rôle terrible dans l'histoire du Sénégal. J'ai beaucoup d'éléments à charge contre ce qu'il a fait et la situation, la belle entrée de son père dans l'histoire politique africaine avec la première alternance démocratique et pacifique au Sénégal et ce que c'est devenu par la suite. Et nous tous qui rêvions d'une sortie par la grande porte de Maître Abdoulaye Wade et qui pensions même écrire sur son héritage, projeter des ouvrages sur le combat panafricain que nous avons mené ensemble, sur la diplomatie de paix et de médiation du président Abdoulaye Wade, toutes choses qui ont été déraillées par le combat féroce qui a été mené, à mon avis, contre le peuple sénégalais pour nous imposer une dévolution dynastique. Et j'ai été le premier. Et on me laissera... Qu'est-ce que Karim Wade a exactement fait à l'époque qui a poussé son père à adopter ce schéma
appelé à l'époque d'évolution monarchique du pouvoir. Justement, j'allais dire que j'ai été le premier à dire qu'il ne s'agissait pas d'une dévolution monarchique. Si Maître Wade décidait que Idrissa Seck serait son dauphin et nous l'impose, Macky Sall serait son dauphin et nous l'impose, Cheikh Tidiane Gadio serait son dauphin et nous l'impose, on serait toujours dans la dévolution monarchique. Ici, il s'agissait véritablement d'une dévolution dynastique. Un père décide que son fils est le meilleur parmi tout ce qui existe dans ce pays et qu'il n'y a que son fils qui mérite de le remplacer et qui se donnera les moyens de ce combat. Idrissa Seck a été éliminé très tôt, Macky Sall a été éliminé, Cheikh Tidiane Gadio a été éliminé. Il a tout fait pour faire place nette à son fils, mais fondamentalement, c'est le peuple et les citoyens de ce pays qui décident leur sort. Et ils l'ont prouvé au président Wade le 23 juin 2011, un très beau souvenir dans l'histoire politique du Sénégal. Et sous ce rapport, donc, je pense que le président a essayé la dévolution dynastique et cette dévolution a échoué. Et personne ne disait rien. À l'époque, vous-même, Cheikh Tidiane Gadio, vous avez attendu que Abdoulaye Wade vous démette peut-être de vos fonctions de chef de la diplomatie sénégalaise. Pourquoi n'avoir pas pris vos responsabilités quand vous aviez constaté que cette dévolution dynastique, comme vous l'appelez aujourd'hui, se mettait petit à petit en place? Alors, c'est quelque part dommage et même voire triste qu'il n'y ait pas une mémoire journalistique au Sénégal. Je le dis en toute amitié. Je vous en prie. Et avec beaucoup de respect pour vous. Cette histoire a été expliquée, réexpliquée plusieurs centaines de fois. Et j'ai trouvé toujours dommage que des amis se soient prononcés sur des situations qu'ils ne maîtrisent pas du tout. On mène deux types de combats, de l'extérieur comme de l'intérieur. Je ne veux pas trop me glorifier de cela, mais un ministre qui a mené un combat farouche à l'intérieur contre la dévolution dynastique. Ça, c'est d'une part. J'ai révélé aux Sénégalais ce qu'ils ne savaient pas, et je l'ai fait il y a 7 ans, 8 ans. J'ai rappelé plusieurs fois, ce qui fait que j'ai une certaine lassitude, honnêtement, à le redire. Est-ce qu'ils connaissent dans l'histoire du Sénégal un ministre entré en dissidence qui est resté 6 mois en boycottant le Conseil des ministres? Je ne me suis jamais assis avec la personne dont vous parlez, le fils de Wade, dans un conseil des ministres. Ça n'est jamais arrivé. De mai, quand il est entré au gouvernement, jusqu'à ma sortie du gouvernement, j'ai systématiquement boycotté le conseil des ministres. Beaucoup de divergences m'ont opposé à Wade, beaucoup de convergences aussi. Il m'a soutenu pendant cette période. Ça veut dire que vous n'étiez pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, le meilleur raccourci, c'est de se démettre soi-même, de démissionner. Pourquoi boycotter le conseil des ministres? C'est une demi-mesure. Est-ce que vous savez qu'en fin avril 2009, je me suis rendu dans le bureau du président Abdoulaye Wade pour lui faire part de mon désir de quitter son gouvernement. Suite à une interpellation qu'il m'avait faite, que beaucoup de membres de son parti lui faisaient la pression, qu'ils avaient besoin du poste du ministre des Affaires étrangères et que moi je refusais de faire la politique. Je dis mais l'occasion fait le larron. Ma famille et moi avons décidé qu'il était temps que je quitte votre gouvernement, Monsieur le Président. Nous avons eu une discussion. Et vous savez quelle était la réponse du président? Gadio, c'est toi qui me laisse au milieu du gué et qui me fait des choses pareilles. Je ne peux pas y croire. J'ai été touché, j'ai peut-être faibli un peu. Avez-vous joué sur votre conscience? Non, ça m'a touché. Ça m'a touché et j'ai reculé un peu. Je n'aurais pas dû. Parce qu'avant que le gouvernement de mon ami Souleymane Ndéné Ndiaye était formé, je n'avais aucune intention de rester dans le gouvernement du président Wade. Comme je l'ai dit par la suite, nous avons réussi la médiation en Mauritanie, nous avons réussi le symposium sur les États-Unis d'Afrique, nous avons réussi le MCA pour le Sénégal. J'étais fin prêt pour quitter le gouvernement du président Wade et j'étais déterminé en octobre à lui rendre officiellement ma démission. Et ça a été une course contre la montre entre lui et moi. Et il est allé plus vite que moi, il m'a battu d'un cran. Mais ce n'est pas important. Je sais ce que j'ai fait pour mon pays. Vous vous rappelez la crise avec Dadis Camara? J'ai défendu mon pays, le Sénégal. La Côte d'Ivoire, on en parle d'ailleurs à la fin de cette émission. C'est pour vous dire. Oui. Les gens réécrivent l'histoire du Sénégal de façon révisionniste. Ils changent beaucoup de choses. Ceux qui me connaissent dans le gouvernement de Wade ont eu un immense respect pour moi, dans la manière dont je me suis comporté avec dignité et honneur. Et je n'ai jamais été attaché à un poste. J'ai souffert en tant que ministre des Affaires étrangères au service de mon pays et au service de l'Afrique. Donc on me doit plutôt des félicitations que des critiques. Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République dont on parle depuis quelques minutes dans cette émission, chef du Parti démocratique sénégalais, qui est rentré cette semaine à Dakar après un long séjour à l'étranger, surtout entre sa résidence française de Versailles et Doha, au Qatar, où se trouve
son fils Karim Wade. Abdoulaye Wade accueilli par une foule nombreuse sur 40 km de l'aéroport Blaise Diagne au siège du PDS sur la VDN. Vous êtes impressionné par tout ça, cher Tidiane Gadio, à son âge? À son âge, effectivement. Je crois qu'un homme qui est autour de 93 ou 95 ans, il y a une polémique là-dessus, et ça, c'est pas très, très important, mais ce qui est important, c'est de dire qu'un homme de cet âge soit aussi, Dieu merci pour lui et pour le Sénégal, où il a beaucoup de gens qui l'estiment, dont moi d'ailleurs, très clairement, qui lui portent une grande affection. Dieu merci qu'il soit aussi vigoureux et en bonne santé. Par contre, ce qui est extrêmement malheureux et qui est l'autre face de l'autre coin de la, je sais pas comment on dit, de la pièce, le revers de la médaille, c'est qu'il utilise cette énergie que Dieu lui donne encore, et souhaitons qu'il lui en donne beaucoup et pendant très longtemps. Il utilise cette énergie pour des causes, par contre, qui sont extrêmement regrettables, ou qui nous rendent, nous qui l'avons connu, qui l'avons aimé, qui avons travaillé avec lui, qui avons appris beaucoup de choses à ses côtés, qui nous rendent extrêmement tristes. Extrêmement tristes. Je le dis de façon solennelle. Il y a des propos qui sont sortis de la bouche du président Wade, qui nous ont littéralement à la prochaine question d'ailleurs. Qui nous ont littéralement assommés. Depuis votre séparation, il y a 10 ans, vous n'êtes jamais reparlé. Nous avons eu une très belle conversation à Versailles en novembre 2015 sous son invitation et après mon acceptation bien entendu. C'est une discussion, une conversation vérité de dimension exceptionnelle entre nous deux. On a essayé de laver le linge sale, de lever les malentendus. Nous ne sommes pas parvenus à le faire. Nous sommes restés sur le statu quo. Il a maintenu sa position qu'il ne voulait pas de dévolution dynastique et que je me suis trompé. Et j'ai maintenu ma position qu'il voulait et qu'il persistait à travailler à la dévolution dynastique. Mais Maître Wade étant libéral du point de vue des idées et de la pensée, on peut discuter avec lui en toute franchise. Et il sait qu'il a toujours compté sur Gadio pour dire la vérité, rien que la vérité. Donc nous avons un très bon contact. Et il m'a dit des choses d'ailleurs sur le rôle que j'ai joué dans la fin de son régime, et il m'a donné presque un rôle principal parmi ceux qui l'ont fait partir. Il m'a dit des commentaires sur les autres que je dirais jamais. Un homme d'État, vous racontez pas ce qu'un autre homme d'État vous a dit, mais j'ai gardé ce contact respectueux, affectueux, mais je suis aujourd'hui triste, encore une fois, j'insiste, et j'en appelle à tous les sages de ce pays pour se lever et parler au président Abdoulaye Wade. Il ne peut pas, il n'a pas le droit. Dieu ne lui donne pas ce droit de trouver un pays stable, un pays en paix, où il y a des problèmes et des difficultés comme partout dans le monde, et demander qu'on brûle des urnes, qu'on brûle des cartes d'identité. A-t-il oublié qu'il est lauréat du prix de la paix au Fouet-de-Boigny, qu'on a tous célébré ici au Sénégal? A-t-il oublié qu'il était candidat? Abdou Diouf lui a remis. Et qu'il était candidat au Nobel de la paix. Il y a des choses qui ne sont pas dignes de son statut et de son passage. Et son appel à la non-tenue de la présidentielle du 24 février, parce que selon lui, le scrutin, il est déjà piégé par Macky Sall, je le cite. Vous savez quel est le grand problème de ce scrutin pour Maître Wade? Je suis désolé de le dire de façon très honnête. C'est vraiment, encore une fois, la théorie, mon fils ou l'apocalypse. Je suis désolé. Son fils n'est pas dans le jeu actuellement et il n'y aura pas d'apocalypse. Donc c'est perdant pour lui sur cette question. Il nous faut tout faire pour garder notre sang-froid, garder la grande sagesse, la sagesse traditionnelle du Sénégal, traiter Maître Wade avec toute la déférence et tout le respect que personne n'ose. Et si son fils était injustement soustrait de ce processus électoral, de la possibilité de se présenter à cette présidentielle aussi? Que personne n'ose, disais-je, poser la main sur Maître Wade, que personne n'ose penser même à l'arrêter. Par contre, si ses partisans ou des gens qui lui sont proches, s'inspirant de ses paroles, déclenchent la violence dans notre pays, force doit rester à la loi et notre pays doit se défendre. Notre État devra se défendre. Mais Maître Wade, faisons tout pour l'entourer d'une sorte de pourtour, de protection. Laissons-le s'exprimer. Souhaitons qu'il change son discours parce qu'il est capable de le faire. Une sorte d'immunité à vie. Exactement. Mérité d'abord à cause de nos valeurs africaines. Il est indécent pour un Africain d'attaquer une personne de cet âge
qui, dit-on, est plus proche de Dieu que de nous. Il est hors de question de le faire. Et de lui montrer encore une fois l'affection que lui portent beaucoup de Sénégalais, y compris des Sénégalais qui sont ses adversaires politiques. Maintenant, par rapport à son fils. Son fils a été écarté des élections. Est-ce que vous vous rappelez qu'en 2012, un certain Youssou Ndour et d'autres personnes voulaient être candidates aux élections? Un système d'élimination a tout fait pour les mettre de côté. Ce n'est pas une première au Sénégal. Je ne pense pas particulièrement que son fils écarté mérite que le Sénégal soit plongé ou dans une guerre civile ou dans une violence écarté injustement comme il le croit du côté du Parti démocratique sénégalais. Vous avez côtoyé cette famille pour parler un peu de la proximité qu'il y a eu. De 2000 à 2009, vous étiez dans le gouvernement, les gouvernements d'Abdoulaye Wade. Cette décision de la CREI, parce que tout est parti de là-bas, son élimination de la course à la présidentielle, Karim Wade, le verdict de la CREI qui le condamne à 138 milliards d'amende, à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Est-ce qu'au moment où vous étiez aux affaires, cher Tidiane Gadio, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des gens, dont Karim Wade, qui s'enrichissaient illicitement de par leur opposition officielle? Je ne peux pas me mettre dans une posture dénonciatoire ou de révélation, n'est-ce pas, par rapport à certaines choses qui sont passées dans le gouvernement Wade. Je suis plutôt dans une dynamique d'apaisement, de réconciliation nationale dans mon pays, d'appel au calme. Il y a un devoir de vérité de votre part et des autres aussi, de la part des autres. Devoir de vérité, mais rappelez-vous que une des premières victimes de ce genre entre guillemets, de procès et d'emprisonnement était Idrissa Seck. C'est-à-dire que les gens ont quelque part une courte mémoire par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire récente du Sénégal. Beaucoup de gens ont accusé le régime Wade et beaucoup d'éléments du régime Wade de s'être comportés en prédateurs. Honnêtement, je pense que je sais beaucoup de choses. J'ai toujours dit aux Sénégalais qu'il y a des secrets qu'on emporte dans sa tombe pour plusieurs raisons, qui pourraient déstabiliser le Sénégal, qui pourraient faire mal à mon pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le cas précis de Karim Wade, sur cet enrichissement illicite pour lequel il a été condamné par la Cour de répression de l'enrichissement illicite? Je dois dire deux choses séparées. La première, c'est que, honnêtement, le personnage ne m'intéresse pas tellement au point de consacrer toute une émission sur l'avenir et le destin du Sénégal à cette personne. Mais deuxièmement, je pense que les poursuites étaient légitimes, basées sur ce que j'en sais. Je pense qu'elles étaient légitimes. Oui. Mais en même temps, tout le processus judiciaire, ce qui a été dit, je me garderai de me prononcer sur cela. Je ne suis pas juriste. Je n'ai pas apprécié ou à m'opposer, d'autant plus que je n'ai pas de sympathie particulière pour cette personne avec qui j'ai travaillé et que j'ai vu agir sur beaucoup de questions. Vous n'êtes pas surpris par le verdict de la CREI? Je vous donne par exemple, un exemple très simple. L'organisation du sommet de l'OCI au Sénégal. Vous avez été écarté en tant que ministre des Affaires étrangères. Totalement faux. Totalement faux. Le président Wade a dit devant tout le peuple sénégalais. Et là encore, la presse a refusé d'entendre l'évidence. Il m'a félicité à la fin du sommet. Son fils a pris son téléphone, a été la première personne extérieure pour me féliciter d'avoir réussi un sommet exceptionnel. Le ministère des Affaires étrangères a mené un combat héroïque pour refuser d'être dessaisi de ce sommet. Pourquoi alors l'annoncer à l'époque, Agence nationale de l'OCI, pour un sommet? Et je vous dis une chose intéressante. Deux objectifs de l'ANOCI. Construire la cité des chefs d'État pour accueillir le sommet et construire un centre international un centre de conférence de classe internationale, nous disait-on. Je vous demande... Ça n'a pas été fait. Mais en mars 2008, quand nous tenions le sommet, où était la cité des chefs d'État? Où était le centre de conférence? On nous a rabattu. On nous a ramené au Méridien, qu'on a réfectionné à coups de milliards, ce qui est un total non-sens, comme on dit, non-sens. C'est pour vous dire simplement que si nous avons réussi ce sommet avec le nombre de participants et on a réformé la charte de l'OCI au Sénégal, une grande victoire diplomatique de notre pays, je le mets à 90% à l'actif du ministère des Affaires étrangères et du ministre des Affaires étrangères, félicité par Wade comme un maître d'œuvre exceptionnel. Et j'ai toujours rappelé que le ministre saoudien, que Dieu bénisse son âme, le prince Al-Faisal, en quittant le sommet, est venu à la tribune dire au président Wade, je savais que vous aviez un bon ministre des Affaires étrangères, je ne savais pas que vous aviez un magicien. Parce que nous, les Arabes,
nous nous sommes entendus pour ne jamais nous entendre. Gadio nous a réconciliés au Sénégal. En tout cas, pour revenir aux déclarations d'Abdoulaye Wade, pour revenir à l'actualité, il propose un conseil national pour reprendre le processus, une sorte de conseil national pour reprendre le processus électoral parce que c'est biaisé à ses yeux. Ça ne vous rappelle rien? En 2012, quand ça me rappelle votre déclaration de mise sur pied d'un conseil national de transition. Hein? Vous avez proposé en février 2012, cher Tidiane Gadio, à quelques jours de la dernière présidentielle, la date exacte, le 5 février, que vous, candidat à la présidentielle 2012, cher Tidiane Gadio, aviez déclaré, c'est à Rufisque d'ailleurs, meeting, tout le monde, je vous cite, tout le monde sait qu'il y a une violation de la Constitution qui a permis à Abdoulaye Wade de se présenter comme candidat. Aussi, tout le monde sait que le coup d'État constitutionnel est un prélude à un coup d'État électoral. Le président Wade persiste dans son coup d'État constitutionnel et se déclare vainqueur le 26 février. Qu'il sache que nous ne reconnaîtrons pas les résultats nés d'un coup d'État électoral et nous mettrons un conseil national de transition pour restaurer la légalité républicaine dans notre pays. Ça, c'est cher Tidiane Gadio, c'est vous. Et vous devriez, Babacar, je sais que vous n'êtes pas habilité en tant que journaliste à le faire, vous devriez ajouter que c'était brillant comme déclaration. Oui, en bel enrobé. Tout tient, merci, tout tient en place dans cette affaire. Et c'était notre sentiment à l'époque, vu les manœuvres. C'est le sentiment d'Abdoulaye Wade aujourd'hui. Non seulement il a le droit d'avoir, la différence c'est qu'il a le droit d'avoir ce sentiment, mais il n'a pas le droit de demander qu'on brûle notre pays ou plonger le pays dans l'apocalypse. Abdoulaye Wade n'est pas Cheikh Tidiane Gadio, c'était un président du Sénégal. Il a beaucoup plus de responsabilités par rapport à un simple candidat ancien ministre. Ensuite, je faisais allusion à quelque chose que les Sénégalais aussi, dont les Sénégalais étaient conscients. Wade s'était rendu en Libye, au grand malheur de tous les panafricanistes, pour aller soutenir l'intervention française et européenne de l'OTAN. Un voyage à Benghazi. À Benghazi, au lieu d'aller faire un voyage à Tripoli, où Wade était le seul homme de l'histoire africaine contemporaine de l'époque qui était capable d'aller prendre la main de Kadhafi, le sortir de la Libye, lui sauver la vie et demander aux Libyens de s'organiser avec les éléments sains de l'ancien régime, les éléments sains de la révolution démocratique, et écarter les Français. Certains avaient dénoncé le fait que la France, à tort ou à raison, ça peut-être que c'est les acteurs qui nous le diront, que c'est la France, Nicolas Sarkozy, qui avait utilisé Abdoulaye Wade dans cette volonté des puissances occidentales de faire chuter Kadhafi. Et en contrepartie, Wade, bien entendu, souhaitait que son fils soit adoubé par les Occidentaux, en particulier par les Français. C'était un donnant-donnant désastreux pour l'Afrique. Et vous avez vu les conséquences. La France a trahi Abdoulaye Wade parce qu'elle l'a pas soutenu quelques mois après à la présidentielle sénégalaise. Intéressant tout ça, mais nous, on avait averti des conséquences de ces actions. L'effondrement de la Libye, l'effondrement du Sahel. Nous ne sommes pas des prophètes, mais nous avions vu ce qui allait arriver et le désastre dans lequel le Sahel allait être plongé et toutes nos populations. Et donc, de ce point de vue, notre combat était juste légitime. Et parce que Wade a proposé a soutenu le Conseil national de transition en Libye, nous avons dit que s'il voulait faire un coup d'État constitutionnel électoral, créer le chaos au Sénégal, ben nous aussi, on l'a fait vraiment pour le faire sortir de ses gongs et on a réussi. Il s'est emporté. Et aujourd'hui, c'est le même qui dit que c'est OK de mettre en place un conseil national et de dire qu'il va empêcher la tenue des élections. C'est-à-dire sortir de la bouche de quelqu'un. Quelle est la différence entre votre position d'il y a 7 ans et celle d'Abdoulaye Wade aujourd'hui? Réclamant le même schéma, un conseil national de refonte totale des choses, on repart à zéro. En plus, les grandes différences, c'est que j'ai jamais dit qu'il fallait pas tenir les élections. J'ai jamais dit qu'il fallait brûler les urnes ou brûler les cartes d'identité. J'ai jamais fait d'appel qui viole la constitution de notre pays. La liberté de parole est garantie, surtout pour un candidat, de dire ce qu'on pense et de dénoncer ce qu'on pense être en œuvre. Ensuite, encore une fois, un chef d'État et un ancien ministre, c'est totalement différent du point de vue de l'impact. Le président Wade, et mes amis du PDS vont m'excuser pour cela, mais je le pense sincèrement, les Sénégalais sont d'une reconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes battus contre le régime de Senghor. J'ai une immense affection pour le président Senghor. J'ai écrit des articles mémorables ici au Sénégal, voire historiques, contre le président Diouf et son régime. Aujourd'hui, je partage une grande affection avec le président Diouf. C'est pour cela qu'il y a un grand nombre de Sénégalais, je ne sais pas si c'est la majorité ou pas, qui vouent une très grande affection au président Wade, à ne pas confondre
avec une éventuelle adhésion aux idéaux du PDS qui, malheureusement, après le pouvoir, vraiment a volé en éclats en plusieurs morceaux. Vous avez Pape Diop aujourd'hui, vous avez Souleymane Ndéné, vous avez beaucoup d'anciens PDS qui ont fait leur chemin, et vous avez les inconditionnels, les fidèles, le bloc des fidèles qui sont toujours, les fidèles inconditionnels sont toujours minoritaires dans une mouvance. Donc, il ne faudrait pas que le président Wade se méprenne sur le fait que le peuple sénégalais lui voue une très grande affection et essaie de transformer cela maintenant en appels incendiaires qui ne sont pas dignes de son rang. Et de là où l'attend le peuple sénégalais. Wade pouvait jouer même un rôle de réconciliation, y compris entre son fils, Macky Sall, Idrissa Seck, Khalifa Sall. Il a un rôle à jouer dans ce sens. S'il pouvait faire preuve d'auteur et de détachement. Mais honnêtement, c'est comme si l'histoire du fils a envahi le vieux partout et qu'il n'arrive pas à tenir un autre discours que mon fils ou l'Apocalypse. Pour reparler de ce voyage.